Chers amis, allez, on passe dans cette matinale Tocsin. Merci d'être si nombreux ce matin. Likez, partagez et n'hésitez pas à nous aider. Vous le savez, il y a une campagne de levée de fonds pour que Tocsin continue à exister. Et ce matin, vous le savez, chaque vendredi matin, vous avez droit à votre grand entretien. Et ce matin, je reçois Alain Falento. Salut Alain, comment ça va? Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Comment Ça va très bien. alors, je t'ai appelé ce matin parce que je me suis dit il y a quand même des choses à démêler là-dedans parce qu'il y a quand même de beaucoup de non-dits. On voit que le bateau tangue dans tous les sens. Hein. Hier, les services de Matignon déclaraient notamment qu'avec le budget, personne n'allait être content. Que ça. Juste, il y a rien moins que ça. Personne ne va être content. Et on va en parler ce matin. On va parler aussi de l'Allemagne. On va parler finalement de la passerelle qui a été faite en Grèce et qui se calque très précisément avec ce que nous vivons en France. On va en parler. Tu connais ces sujets par cœur. C'est pour ça que je te remercie d'être ce matin dans le Grand Entretien de Tocsin. Tu es entrepreneur, conseiller économique et également, tu as sorti récemment un très, très bon livre que je recommande à tous, bien entendu. Ce livre-là, on va vous l'afficher à l'écran immédiatement de manière à ce que vous puissiez vous le procurer et avoir quelques grilles de lecture. Allez, un Falento Frexit, tout va bien se passer. Alors, une nouvelle fois, vous le voyez, je le dis en permanence, j'ai préfacé ce livre, pas parce que je connais bien Alain, mais parce que le livre est franchement intéressant. Sinon, je n'aurais pas pris la peine de le préfacer. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à le lire, ce livre, parce qu'il y a vraiment une analyse très fine de ce que peut nous apporter le Frexit. Alain, là-dessus, concrètement, Barnier, on va se le dire, véritablement, ce budget va être à la hache, va être à coup de gourdin, et il va correspondre à quoi? Au canon européen, au plan pluriannuel, au GOPE et tout le tout team, hein, finalement, hein, ce plan. Bien entendu, c'est un liquidateur judiciaire, ni plus ni Ouais. moins. De toute façon, quand j'entends dire qu'il faut lui donner le bénéfice du doute, mais quel doute tu peux avoir sur la carrière de ce monsieur? Ça fait 50 ans qu'il est dans la vie politique, 50 ans qu'il trahit son pays, 50 ans qu'il est, soi-disant, il a de l'expérience, il a jamais mis le pied dans une entreprise. D'accord. C'est un prédateur du système qui vit de fonds publics depuis un demi-siècle. D'accord. Donc, je rappellerai juste que Barnier était dans le groupe Amato. Et oui. Groupe éponyme de Monsieur Amato. Il faut se rappeler qui représentait la France dans ce groupe. Ouais, dis-nous ce groupe Amato et dis-nous qu'est-ce que c'est bien après la forfaiture de Sarkozy. D'accord, le référendum où on nous a expliqué qu'en fait, on n'en avait rien à faire de notre opinion, a été créé un groupe de travail pour passer outre les référendums. Et c'est-à-dire faire passer par voie parlementaire tout ce qui avait été refusé par référendum. Et donc, ce groupe s'appelle le groupe d'Amato. Et donc, représenter la France dans ce groupe, Monsieur Barnier, et un autre très connu, le Priapic, le satire du Sofitel de New York, Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Et donc, ces gens-là ont travaillé pendant quelques années pour déterminer comment faire pour qu'on ait tout ce qu'on ne voulait pas, tout ce que le référendum refusait. Ouais. Voilà. Et oui, Barnier faisait partie de ça, en fait, hein, concrètement. Hein. Ce groupe Amato. Oui, c'était un des plus actifs, quoi. Et après, donc, comme tout le monde le sait, il était négociateur pour l'Union européenne pour les négociations du Brexit. D'accord. Et il a réussi à nous fâcher avec un pays qui est très important pour nous, parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux pays envers lesquels nous avions un excédent commercial. C'est le Royaume-Uni et les États-Unis, contrairement à ce qu'on pense. Donc, en fait, s'il y a vraiment un pays avec lequel nous devons nécessairement avoir de bonnes relations, c'était le Royaume-Uni. Et lui, il n'a eu de cesse que de les punir. Donc, voilà, il n'y a pas de doute à avoir sur ce qu'est Michel Barnier. Alors, quand j'entends le Front National dire on lui donne le bénéfice du doute parce qu'il est très gentil, parce qu'il ne nous crache pas la figure quand il nous croise dans les couloirs de l'Assemblée nationale. En plus, c'est la seule argumentation. C'est ça l'argument, oui. C'est génial, quoi. Il nous serre la pogne et il nous serre la main, il nous crache pas, il nous dit bonjour, il ne crache pas la figure quand il nous croise. Donc c'est ça l'opposition du Front National. Oui, parce qu'en plus, on rappellera que mardi, en conférence de président de l'Assemblée, Marine Le Pen s'est abstenue notamment, alors c'est pas Barnier, mais c'est la destitution de Macron, et que finalement, pareil, sur les motions de censure, ils ont refusé de voter la motion en disant qu'ils ne voulaient pas être les bourreaux finalement d'un chaos institutionnel. Alors je rappellerai que le chaos institutionnel, on l'a déjà, parce que l'Assemblée nationale a pris la flotte mercredi soir. Donc, autant vous dire que le chaos, il est déjà là. Non, mais pour être plus sérieux, effectivement, Barnier, on le connaît, deux fois commissaire européen, vice-président de la Commission européenne, négociateur en chef du Brexit, et tu l'as dit, le groupe Amato qui a réécrit rapidement à la virgule, à la marge, un traité que les Français avaient majoritairement refusé. Juste une précision sur Amato. Monsieur Amato, en 1996, si mes souvenirs sont bons, c'est le premier, je crois qu'il avait bloqué tous les comptes en Italie pendant 48 heures
et il avait prélevé 0,6% ou 0,2% sur tous les comptes pour récupérer 15 milliards. Je me souviens de ça. Donc oui, vous voyez tout un peu le profil, le profil Ouais. de ces gens-là. Hein. Ouais, c'est des prédateurs, en fait. Ce sont des prédateurs. Mais en fait, quant au Front National, personne n'a vraiment intérêt à renverser ce gouvernement. Ouais. Qui veut récupérer le bâton merdeux que représente Bien sûr. la situation actuelle? Ouais. Personne. Donc, en fait, on fait semblant, mais tout le monde est bien content de le trouver. Donc, en fait, ce sont des liquidateurs judiciaires. D'ailleurs, tu remarques, ce sont des représentants de l'Union européenne. En fait. Ouais. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il y a un Ouais. mot qui a disparu du débat, c'est le mot pouvoir. Avant, Mmh. on accédait au pouvoir et on l'exerçait. Mmh. Maintenant, si tu regardes bien, il y a une espèce de dérive sémantique. On est en responsabilité maintenant. Si C'est tu vrai. as bien remarqué. Ouais, non, c'est vrai. Mmh. Et je te donne encore quelques années avant qu'on dise on est en charge. C'est comme aux Oui. États-Unis, quand tu veux voir le Ouais. manager, tu demandes qui est Ouais. en charge. Ben, tu verras. Ouais. Voilà. Donc, ce sont plus des gouvernants, ce sont des chargés de mission, des Ouais. fondés de pouvoir. Voilà. Ouais, et tu l'as dit, je trouve que ta phrase est très bonne. Liquidateur judiciaire, ces gens sont des liquidateurs judiciaires et Barnier aujourd'hui, le liquidateur en chef, du judiciaire en chef pour l'Union européenne, pour se farcir la France. D'ailleurs, on va continuer à avancer. Merci d'être là, cher Alain. Ce matin, ton avis est toujours extrêmement intéressant et merci à vous d'être là. N'hésitez pas, notamment à nous à partager, à liker et à nous aider, bien entendu. Là, on nous dit notre ami l'émérite Antoine Armand, qui était ravi de récupérer un bilan aussi formidable Oui. que Bruno, parce que Bruno Le Rigolo, vous le savez, est parti en Suisse à 160 000 euros par an pour enseigner on ne sait quoi. À 160. Apparemment, la dette et le déficit, mais bon, apparemment, vu qu'il ne savait pas trop la différence entre dette et déficit, à mon avis, les cours, ça va être un peu brouillon et confus. Mais peu importe, laissons à la Suisse ce plaisir de se récupérer Bruno Le Rigolo. Donc, Antoine Armand nous dit qu'il affirme, il a affirmé notamment que ce budget qui a été annoncé hier, qui a été présenté hier, mais sera pleinement dans les règles européennes. On n'a pas de doute à ce sujet-là, hein, on est d'accord? Non, de toute façon, on n'a pas le choix. On est dans une Ouais. procédure de redressement judiciaire, si je puis dire, Ouais, si je dois filer la métaphore. Donc, ouais. on a reçu le semestre européen, qui on va en recevoir un deuxième. D'ailleurs, je crois que le prochain est en décembre, c'est-à-dire la feuille de route. Et on ne peut pas s'en écarter, c'est tout. Et donc, là, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il va aller présenter son budget à Bruxelles. C'est comme ça que ça s'appelle. Présenter, en fait, proposer son budget à Bruxelles. Ouais. Et donc, ce sera accepté ou pas. Et là, il y aura des fonctionnaires inconnus, lettons, estoniens, tout ce que tu veux, qui lui diront ben non, c'est pas suffisant, il faut faire plus. Voilà. Et sachant que je comprends, il doit découvrir chaque jour des nouvelles choses dans le budget. Quand tu vois, par exemple, que Darmanin, les gendarmeries ne payent plus leur loyer parce que, monsieur Darmanin a envoyé une lettre juste avant de partir en leur disant qu'il fallait pas payer. Alors là, si on n'est pas dans le tiers-monde, là, je sais pas, en tout cas, ça s'en approche dangereusement. Ouais. Non, mais c'est les gendarmes, contre leur gré, on a beaucoup d'amitié pour nos amis gendarmes, mais ils deviennent des squatteurs à cause, finalement, non, mais véritablement, ils ne payent plus leur loyer, ils ne payent plus non plus dans certains villages. J'ai vu des reportages cette semaine, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, en fait, ils sont quelque part des squatteurs, entre guillemets. Oui, c'est ça. Non, et sous ordre de leur ministre de tutelle. Ouais, c'est pour ça que c'est pas les gendarmes qui sont en cause là, c'est leur ministre de tutelle, on est d'accord. Voilà, c'est ça l'histoire. Et la raison, c'est que il n'y a pas de sous. Voilà, c'est dit de manière plus, bien sûr, plus enrobée, quoi. Mais les crédits seront pas disponibles. Je crois que c'est ça. Sous dans les caisses, tu préfères. Voilà, il commence bien, Bruno Retailleau, en tout cas. Hein. Déjà, s'il pouvait payer les loyers des gendarmeries, ça serait pas mal pour commencer avant de s'attaquer au narcotrafic à Marseille, un peu partout. Ça serait pas mal. Ce qui est horrible, c'est qu'il sait très bien que tout ce qu'il propose, ça n'aura pas lieu. Il le sait. Il ne peut pas l'ignorer. Il sait très bien qu'il va se heurter au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme. Il le sait parfaitement, mais bon, c'est un cirque, il fait semblant. Alors oui, la seule prise qu'il ait, disons, c'est sur la sécurité intérieure. C'est vrai. En tant que ministre de l'Intérieur, c'est la seule chose qu'il. Mais sinon, sur tout le reste, il est complètement impuissant. C'est même pas la peine d'écouter ce qu'il raconte. Ouais, sur les OQTF notamment, c'est un vrai débat. On a reçu tout à l'heure Antoine Guénaud là-dessus, sur l'état de droit, mais concrètement, c'est un vrai problème. Et on peut finir là-dessus pour fermer rapidement ce dossier gendarmerie, parce qu'on va continuer à parler, chers amis, de Barnier, de ce qu'on va prendre dans les dents. Hein. En plus, c'est très clair que sur le problème de ces crédits pour les gendarmeries, ça vient essentiellement de l'organisation des JO.
il faut le dire. Alors, au BA ravi des JO qui m'ont dit, ouais, Nicolas, tatati, les JO, c'est sympa, c'est une vitrine. Aujourd'hui, les gendarmeries payent plus leur loyer, enfin, beaucoup. Et c'est les JO et notamment aussi les déploiements de forces de l'ordre, notamment en Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà où on en est aujourd'hui dans ce pays. Et je pense que c'est une tiers-mondisation totale. Mais pour en revenir à ça, finalement, voilà, l'Union européenne est dessus. Elle a suivi pas à pas, c'est sûr et certain. C'est pas dit dans les médias, mais c'est la réalité de ce budget pluriannuel. Et on va essayer de repasser vers les 5% dès 2027, vous savez, déficit public, et après en 3%, pour revenir en 2029 à 3%. Donc ça, ce sont des règles, c'est des dictats européens, c'est même pas des règles, c'est des dictats européens. Ça s'appelait à l'origine du début de l'euro les critères de convergence. Eh oui. Et certains d'entre eux, je ne sais plus lequel, si c'est le dette sur ou le budget, c'est purement inventé par des fonctionnaires français sur un coin de table. De manière purement arbitraire. Ben Parce oui. que, regarde, diviser une dette sur un PIB, ça n'a pas vraiment de sens, puisque de toute façon, c'est diviser un stock, c'est la dette, sur un flux, c'est le PIB. Donc, t'en fais pas grand. D'autant plus que le PIB des pays occidentaux n'est pas représentatif de la. En fait, c'est doublement faux, si tu veux, le PIB. C'est comme si tu avais un thermomètre foireux et que tu mesurais des centimètres avec. Tu vois, tu as une double erreur. Le PIB d'un pays comme la France, faut comprendre quand même qu'un tiers, c'est du salaire de fonctionnaire. D'accord. Donc, voilà. On prend en compte la prostitution et le trafic de drogue, sont inclus dans le PIB. Okay. Donc, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la dette sur le PIB marchand, le PIB vraiment privé, si je puis dire. Et là, tu vois la vraie situation de la France. Mais c'est pas nouveau. Ce qui est marrant, c'est qu'ils font mine de découvrir tout ça. Mais je te rappelle que on avait parlé de ça la première fois où tu m'as invité. Je me souviens très bien, c'était il y a 2 ans et quelques. On en parlait déjà de tout ça. On avait déjà dit que ça finirait très mal et que ça irait très vite et que les médecins sur les plateaux de télé avaient laissé leur place aux généraux. Et ben moi, je te disais déjà, les généraux laisseront très bientôt leur place aux traders sur obligations, quoi. Ouais, Ça va se passer comme ça. Incroyable. Et parce que, en plus, on poursuit là-dessus. Notre ami Armand, l'émérite ministre des Finances caviardé, là, a confié notamment lundi dernier que Barnier lui avait confié, écoutez bien, asseyez-vous bien à la chaise, tenez bien votre café, lui avait confié un mandat extrêmement clair, 2 points, défendre les intérêts français et européens dans le monde et continuer à être force de proposition en Europe. Oui. Défendre les intérêts européens, c'est clair et net. Regarde qui va représenter nos intérêts au sein de l'Union européenne. Monsieur Jean-Noël Barrot et son acolyte, Monsieur Haddad. Monsieur Jean-Noël Barrot, d'ailleurs, tu remarqueras. Qui a remplacé, d'ailleurs, on se le rappelle, Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires, qui sont très étrangères. Celui qui n'arrive pas à aligner 2 phrases de suite, il remplace Thierry Breton. Alors, si tu regardes, c'est amusant, si tu regardes les 2 photos de Haddad et de Jean-Noël Barrot, on dirait 2 clones. C'est comme s'il y avait une usine quelque part avec un process qualité pour produire des technocrates européistes à la chaîne, quoi. Ils se ressemblent étrangement, en fait. C'est dans la banlieue de Bruxelles. Il y a un truc dans la banlieue de Bruxelles, effectivement. Donc, Barrot, fils de Jacques Barrot, je rappelle, ancien vice-président de la Commission européenne, donc on commence déjà à avoir des dynasties européistes. Il y avait déjà, comment il s'appelle, Jacques Delors et sa fille Martine Aubry, maintenant Jacques Barrot, Noël Barrot, technocrate, et Haddad. Alors lui, Haddad, c'est le record du monde parce que Haddad, lui, il a fait carrière dans un think tank américain. Un think tank américain, ça s'appelle un lobby. D'accord, soyons clairs. C'est l'Atlantic Council, je crois, non? C'est l'Atlantic Council, me semble-t-il. J'ai oublié le nom, mais c'est un lobby otaniste. Voilà. Ces gens-là sont supposés défendre nos intérêts. Et alors, autre chose, regarde à qui on a confié la réindustrialisation de la France. Qui a été promu, Nicolas, quelqu'un que tu aimes beaucoup, François Bayrou. Ah ben oui, Monsieur Plan-Plan, le haut commissaire au plan du Plan-Plan, qui n'a jamais vu le jour, d'ailleurs. Il n'a jamais vu l'entreprise de sa vie. Mais non, mais c'est encore pire que tout. Même le Sénat s'est inquiété de la, je cite, attends, je ne veux pas dire de bêtises, de la maigreur de la production. C'est vrai que moi, j'y vais souvent sur le site du commissariat au plan. J'y vais souvent. Et c'est des notes d'une demi-page où il te dit ah oui, c'est vrai qu'il y a du chômage. Oui, c'est vrai que la population vieillit.
Et le Sénat s'inquiète qu'il n'y ait pas de plan. Eh bien, Ouais. François Bayrou, dont je rappelle que François Bayrou, je me souviens, il était ministre de l'Éducation nationale quand j'ai fait ma Ouais. première année en classe préparatoire. Donc, c'était il y a 32 ans. Donc, Ah oui. tu vois un peu le. Ouais. Ouais. Il est Ouais, toujours là. Et au lieu de l'envoyer avec Ségolène Royal représenter les pingouins dans ouais. le pôle Nord, eh ben non, Ouais. on a fusionné France Ouais. Stratégie et le Haut Commissariat. Et maintenant, au lieu de gaspiller 500 000 euros, bah, il gaspillera 16 millions. Ouais, c'est Voilà. incroyable. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et ces gens après viennent te dire, notamment, vous avez sûrement vu cette séquence avec notre ami Yael Braun-Pivet, qui disait qu'il n'y avait rien à économiser à l'Assemblée nationale. Oh, Bayrou n'est pas à l'Assemblée nationale, mais je veux dire, c'est tout un aéropage d'institutions, de gens payés à nos frais avec notre pognon, qui manifestement, eux, ne sont pas prêts à faire des économies. Je suis désolé de le dire. et en Voilà. plus, il y a quelque chose d'amusant, c'est que la première mesure qui devrait être prise, Ouais. bah, c'est de ne plus être contributeur net à l'Union européenne. Bah Puisque si oui. vraiment on Ouais. est les losers de l'Europe, Mm. et que maintenant les nouveaux maîtres, on nous a dit c'est la Pologne, c'est le nouveau Ouais. leader. Eh Mm. bien, si tu veux être le leader, le leadership, tu en as les avantages et tu en as aussi les servitudes. Ouais, D'accord? bien Si sûr. tu es le leader, eh bien, tu cotises. C'est à eux de payer Mm. pour nous pendant 30 ans de leur bon, la France ne devrait plus contribuer contributeur Mm. net au budget de l'Union européenne. Comme les Mm. Pays-Bas, d'ailleurs, qui n'ont jamais rien payé, qui ont toujours été assez intelligents pour Ouais. avoir un Ouais. accès au marché et jamais rien payer, ben nous, ça nous ferait tout de suite économiser 14 ou 15 milliards, tu vois. Donc, tu Ouais. as déjà un quart du chemin Ouais. qui est fait. Mais ça, personne n'en parle, bien entendu. Ouais. Le ministère de Et la puis on prend en transition plus des pénalités, écologique, hein. même On chose. prend des Oui, oui. pénalités sur PIB, Oui, hein, en plus, hein. 0,1% du 0,1% du PIB. PIB, hein, Oui, chaque oui, fois. oui. Mmh. 0,2% par an du PIB, Ouais, ce qui n'est pas ouais. négligeable. Donc c'est comme Alors, quand quand il y a la banque qui est en difficulté, finalement, on te met la tête sous l'eau en te faisant payer des agios qui sont de plus en plus chers, quoi. C'est toujours pareil. c'est marrant que tu parles d'AGIO parce que je me suis fait la même réflexion. En fait, le système n'a pas vraiment envie que tu te désendettes. Ouais, Le bah, système financier n'a pas envie que la France se mmh, désendette. Qu'est-ce que c'est un mmh, bon client pour une banque? C'est pas le mec qui a 200 000 euros sur son compte. Non, mmh, c'est celui qui est à la rue le 10 du mois, à qui tu ouais. fais payer des agios à je sais pas combien ils sont, c'est quoi maintenant, 18-17%, un Non, truc comme c'est un ça, truc de fou. et, Ouais, ouais. et à qui tu peux faire la morale. Et à qui Ouais. surtout tu peux faire la morale. Donc c'est la même Mmh, chose. Personne n'a envie que la France se désendette. On mmh. veut on veut te sortir la tête de l'eau juste un petit peu pour prendre une bouffée d'oxygène de temps en temps et te replonger en dessous. Mmh. Ouais, c'est absolument dingue. Et je voulais que, vu qu'on a parlé de Barnier, et je reprends ta formule, hein, liquidateur judiciaire, on a parlé effectivement que le joug européen était là, notamment dans le budget qui va y avoir en place. On va reparler aussi, ils ont décalé notamment la revalorisation des retraites sur l'inflation à 6 mois. Enfin, il y a toute une série de choses. Mmh. Finalement, on se rend compte que, on en parlait hors antenne, mais on en a déjà parlé ensemble, Alain, mais il y a véritablement des passerelles absolument effrayantes, absolument flippantes, mais entre ce qui s'est passé en Grèce en 2015 et un peu avant, et ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que le Papandréou grec et le Michel Barnier français, Ouais. et qu'on va en train de faire ce qu'ils ont fait à la Grèce, que la Troïka, BCE, FMI, Commission européenne a fait à la Grèce, on est en train de nous le faire en plus avec nous, un ancien commissaire européen à Matignon. Est-ce que cette idée, finalement, d'ailleurs, on le dit, ils ont été nombreux à dire si on ne fait rien, la France deviendra la Grèce. Mais est-ce que c'est pas déjà le cas, Alain, entre nous? C'est incroyable, tu fais la même réflexion, disons que les trajectoires de la France et de la Grèce Ouais, s'entrecroisent tout au long de la construction européenne. Si tu ouais. regardes bien, en Mm, 99, la Grèce ne pouvait pas rentrer dans l'euro parce qu'elle mm, remplissait aucun des critères de convergence. mm, Comme par miracle, en 2001, elle les remplit tous. D'accord? mm. Donc, tout le monde s'est demandé comment, mais Ouais. donc elle rentre dans l'euro en 2004, et là, tu vois un Jacques Delors triomphant, Valéry Mm, Giscard d'Estaing, c'est magnifique, la Grèce nous rejoint. Il n'y a qu'un mec qui cache un peu sa joie, qui est extrêmement pudique, c'est Wim Duisenberg, sur les images, tu regarderas, c'est le président ouais, de la Banque Centrale Européenne, parce que lui, ouais, il savait ce qu'il y avait derrière. ouais. Ils s'en doutaient. Donc, quelques années Mm, après, Europstat démontre que la Grèce a triché avec mm, l'aide de Goldman Sachs, ce qui leur a permis de maquiller une partie de leur dette. Et mm, depuis ça, c'est la descente aux enfers. Donc, mm. nous, on suit le même chemin. C'est-à-dire que le maire qui cache Ouais, des crédits, qui cache la dette. ouais, Après, ce qui a été fatal à la Grèce, c'était les Jeux Olympiques de 2004, si mes souvenirs sont bons. ouais. Ils sont ruinés. Nous, c'est la même Ah chose. ben nous, ah ben nous, ah ben nous, ah ben On nous. vient de les 14 organiser. milliards d'argent public, les amis. 14 milliards de dérapage d'argent public.
Hein. Après, tu Alors, as Sarkozy qui nous trahit. Eh bien, eux, les pauvres Grecs, ils ont été trahis par Tsipras. Hein. ouais, Tsipras, qui Tsipras, était le bien sûr. sorte de l'espèce de Qui était de gauche, hein. Mélenchon. Il faut le Oui, répéter. Ils sont de gauche, hein. de Voilà. gauche, de gauche, de gauche. De Et gauche, donc, de gauche, qui a hein. fait un référendum, mais sur les Grecs ont refusé Mm. l'austérité qui était imposée par la Troïka. Oui. Eh Pour le bien, mémorandum, le fameux mémorandum, ouais. ils ont été trahis par Tsipras. Voilà. Ouais, Donc, ouais. en fait, et donc, est-ce qu'on va finir comme eux? Mais on y est déjà. Ben On oui. est déjà, parce que, Mm. si tu veux, on n'a jamais vu. J'écoutais l'autre jour Philippe Murer. Philippe Murer, Oui. il a raison. J'abonde dans son sens. C'est-à-dire Qu'on que salue d'ailleurs, Philippe Murer. Hein. on peut Mm. penser tout ce qu'on tu veux, il y a trop de fonctionnaires. C'est vrai, il y en a trop dans beaucoup d'endroits, c'est certain. Ouais. Mais les virer, faire une cure d'austérité et les virer pour en faire des chômeurs n'a jamais permis de redresser une économie. Quand on a fait ça à Ouais. la Grèce, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je crois que le PIB a dû baisser de 20% ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Et donc, après 10 ans d'austérité, de non-indexation des retraites, après avoir vendu tout ce qu'ils avaient, Mm. après avoir fait exploser le taux de suicide, après avoir fait exploser la mortalité infantile, qui est un gros marqueur du tiers-monde, après Ouais. 10 ans, eh ben, ils en sont toujours au même endroit, à peu près. Mm. Le, le, Ouais. le ratio dette sur PIB, c'est Ouais. plus ou moins le même. Je crois Ouais, qu'il doit ouais. être à Parce que, 150%. Alain, tu as raison de le dire, parce que la propagande européiste, comme avec la Grande-Bretagne, nous dit qu'aujourd'hui, la Grèce, finalement, va beaucoup mieux et que finalement, Oui, la cure d'austérité qui leur a été imposée a oui, été finalement une planche de salut pour tous les Grecs, alors qu'ils oui, les jeunes se sont massivement barrés, sont allés à autre chose et le pays est exsangue aujourd'hui, la Grèce, oui, et d'ailleurs oui. privatisé sur ses ports, ses aéroports et tout. Hein. Ils ont plus rien. Mais comme le Portugal, Ouais. c'est pareil que c'est un modèle maintenant, parce qu'en fait, la main-d'œuvre est tellement pas chère qu'en fait, on est devenu on va devenir la nouvelle Chine, si vous voulez, Ouais, ouais. le nouveau Vietnam pour faire du Mm. textile. Il y avait un jeune Portugais qui disait oui, oui, ils ont redressé les finances de l'État, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont Mm. permis aux créanciers de toucher leurs intérêts, parce que nous, on accepte de travailler pour 600 euros par mois. Donc, ce qu'on Mm. nous montre en modèle, oui, ça a permis aux créanciers Mm. de récupérer leur argent. Voilà, Mm. c'est sûr. Mais les gens, eux, ils sont dans la misère. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, on le lit concrètement. Je m'appuie là pour être tout à fait honnête intellectuellement. J'en ai déjà parlé, mais parce que sur Olivier Delorme, notamment dans Front Populaire de ce mois-ci, Olivier Delorme fait très bon papier, et exactement sur le sujet que nous abordons ce matin, en disant qu'en Grèce, ça a été baisse des salaires, des pensions, Oui. baisse des dépenses publiques, démantèlement des services publics notamment, et vente du patrimoine de l'État et des infrastructures payées par le contribuable grec. Mais c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, et ce qu'on vit Oui. totalement. On n'a pas encore la baisse des pensions, mais à ce rythme-là, ça va pas tarder. Hein. À ce Alors, rythme-là, ça va pas tarder. tu as Hein. la baisse de pension en pouvoir d'achat, c'est-à-dire que la non-indexation, c'est ça ce que tu auras. Mais Parce que oui, ça, c'est ça. ça se voit moins. Ben Évidemment, oui, la première année, tu le vois pas trop. La deuxième, ouais, au bout de 4-5 ans, tu commences à te percevoir qu'avec 50 euros, qu'avec ce qu'on te donne, ouais. tu peux plus rien acheter. Mais voilà, donc c'est ça ce qui va se passer. Mais oui, la Grèce va beaucoup mieux, bien entendu. Ils ont plus rien. Plus Mm. rien ne leur appartient. Même le mythique port du Pirée est à Ouais, moitié chinois maintenant. ouais, D'accord. oui, Donc oui. ils ont été dépecés. Ils ont été dépecés, ça va pas mieux. Mais simplement, ils n'ont plus rien à vendre. Et les Portugais, c'est la même chose. Voilà. Bien sûr, oui, oui, oui. Ouais. Je me souviens, la dernière fois que je suis allé à Lisbonne, à l'aéroport, en sortant, je me souviens, il y avait des panneaux en chinois, des publicités en chinois. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc Mm. ça en dit long, quoi. C'est qu'ils ils ont tout bradé. Mais Absolument c'était le tout. cas d'ailleurs de l'aéroport de Toulouse, Blagnac, je crois, non, qui avait été vendu à des Chinois, non? Je crois que c'était Châteauroux Ouais, avait été vendu aux Chinois, oui. ouais, ouais, Si mes souvenirs sont bons. ouais. Absolument. Oui, D'ailleurs, nous, on a je commencé. me Hein. permets, mais tu vas me dire si c'est le cas ou pas, mais j'ai nos amis corses, d'ailleurs, bonjour la Corse, je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, ils ont fait une grève il y a la semaine dernière, notamment parce qu'il y avait une privatisation, il y avait un appel d'offres en fin d'année, et que manifestement, des fonds étrangers auraient pu acheter tout le système aéroportuaire de nos amis corses. Oui, Donc, oui, bien sûr, il y a bon, ça a plus de été limite. réglé avec les amis corses, ils ont fait grève au bout de demi-heure, ils ont bloqué l'île de jour, et puis tout le monde, le préfet et tout le monde et l'État a reculé, bien entendu, là-dessus. C'est un peu ce qui nous attend aujourd'hui, hein, manifestement. Ce qu'on a déjà Oui, vécu c'est avec ça. Alstom et consorts. Une Ouais, privatisation généralisée de tout ce qui reste. ouais, ouais. C'est évident. Regarde, et on n'arrive même pas à régler. Regarde Atos. Atos, c'est un gros Mm. problème. On n'arrive même pas à maintenir la sécurité nationale. Ouais, On n'est ouais, même pas ouais. capable. Mm. Tu vois? Parce Ouais, qu'il n'y a ouais. même pas les moyens. Il y a même pas les moyens financiers pour racheter ou pour tordre le bras aux fonds d'investissement privés ou pour acheter Mm. les branches qui sont nécessaires à la sécurité nationale. Mm. Et puis C'est une catastrophe.
ce qu'on disait notamment, c'est que on en parle au début, mais il n'y a pas d'opposition politique pour empêcher véritablement la liquidation de la France. La liquidation de la France, et notamment, on en parlera aussi, parce que c'est quand même, je sais pas ce que tu en penses, mais ces gens ont là, littéralement vidé les caisses, et puis maintenant ils demandent aux Français de faire des efforts. Enfin, ils leur demandent pas, ils vont leur imposer des efforts qui sont ne serait-ce qu'une tonte en règle. Et finalement, on a des budgets de dingue, on a de l'aide au développement, on a les JO, par exemple, aussi, on peut en parler. Enfin, toute une série de mesures et de réformes qui ont été appliquées contre l'intérêt des Français, à qui aujourd'hui on vient de dire, ben maintenant il va falloir se serrer la ceinture parce que sinon on se crache. Tout Oui. ça, est-ce que ça c'est un consentement populaire? J'en suis plus convaincu du tout, hein, depuis un moment d'ailleurs. Je crois que c'est Mitterrand, mais je suis bien sûr qu'il disait politique, c'est des gens sans prévoyance qui gouvernent des gens sans mémoire. Ouais. C'est exactement ça. Non, on n'a pas de mémoire, on oublie. Et tout le monde fait mine d'oublier, et surtout les journalistes, que les gens qui reçoivent sur les plateaux sont les responsables de la situation. Eux et leur famille politique, soit directement, soit leur famille politique. Et donc, et comment veux-tu que les gens qui t'ont ruiné puissent te réindustrialiser et redresser la barre? En fait, tu résous pas les problèmes avec les gens qui les ont créés. Tu ne demandes pas au pyromane d'éteindre l'incendie. Tu le dégages. Normalement c'est comme ça. Mais non, là, ils te font les mêmes qui ont vidé les caisses, te font la morale en t'expliquant que tu dépenses beaucoup trop, que tu es trop bien soigné, que tu travailles pas assez. Et tout ça avec l'argent du contribuable. J'entendais notamment sur une chaîne info il y a 2-3 jours, un soir, oui, je me suis oublié, effectivement, chers amis, j'étais devant une chaîne info un soir, je suis désolé, et j'ai entendu quand même un célèbre chroniqueur économique qui nous avait fait la leçon de morale, notamment pendant la crise sanitaire, hein, qui voulait aller chercher les gens avec les menottes et les flics pour, vous le savez pourquoi, et qui nous disait que notamment, c'était les 35 heures en France qui nous avaient amené à la désindustrialisation du pays et que c'était essentiellement la seule raison dans ce pays que les 35 heures avaient flingué notre économie, notre industrie. On a quand même ce genre de discours sur les plateaux quand même aujourd'hui. Surtout, j'entendais, tu vois qui est Jean-Marc Daniel, chroniqueur sur BFM, économiste, brillant, un type extrêmement cultivé, extrêmement brillant. Mais Jean-Marc Daniel est capable d'affirmer, en te regardant dans les yeux, que la France est la grande bénéficiaire de l'Union européenne et de la mondialisation. Ah oui. Okay. Qu'est-ce que ce serait si on était les grands perdants? Je veux voir ce qu'ils sont les. Il y aurait des chiens errants, on jetterait les gamins dans la Seine et dans l'Oron, hein. C'est sûr. C'est ça. Non, là, tout le monde médiatique de grand chemin, la presse de grand chemin s'est mise en marche pour essayer de nous culpabiliser maintenant. Ouais. Et puis de nous faire les poches, parce que là, c'est même plus les poches, là, c'est les fonds de tiroir, c'est les poches, c'est les assurances vie, les comptes épargne. Il y a aussi là-dessus, on a lu que notre cher, une nouvelle fois émérite, ministre de l'économie faisandé, Armand, j'ai du mal avec son prénom, mais il est tellement charismatique que c'est vrai que j'ai un peu de mal à interner tout ça. Tu vois, il nous a dit aussi qu'il fallait foncer, qu'il fallait accélérer sur l'union des marchés des capitaux. Là aussi, là, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, mon cher Alain? Parce que tu as travaillé longtemps dans ce domaine-là, tu le sais. C'est très important pour eux parce que ça va enlever aux États la caisse. Ils n'auront plus la main sur la caisse. Ils n'auront plus la main sur la régulation, sur leurs banques. Et on va pouvoir piocher dans l'épargne des Français, de tous les autres, sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Alors, dans un premier temps, comment ça se passe? Comment ça va se passer? Alors, à mon avis, ça va se passer. Dans un premier temps, on va pas piocher directement, mais tu verras que ta banque va t'appeler en te proposant des placements verrouillés à 5 ans, par exemple. Ouais, d'accord. Avec un taux un petit peu supérieur à ce qui se pratique. Ouais. Bon, tu n'auras pas vraiment de raison de refuser, puisque de toute façon, on va dégrader la fiscalité de l'assurance vie ou de tout ce qui pourrait t'intéresser. Donc, tu n'auras plus le choix, tu n'auras plus que ça. Ouais. Et donc, en fait, on utilisera ce placement comme collatéral, comme une garantie, comme collatéral pour faire des prêts sur des éoliennes ou des panneaux solaires, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. En fait, on revient à tout ce qu'a créé, on va revenir à la titrisation, c'est-à-dire tout ce qu'a créé la crise financière de 2008. Ouais. Donc voilà, moi je pense que ça va se passer comme ça dans un premier temps. Ouais. Voilà. Ouais, c'est quand même extrêmement inquiétant, tout de même. Ah, mais c'est plus qu'inquiétant, on va perdre la main sur la maîtrise de la caisse, que l'argent, c'est terrible, sur la régulation.
Là, on a encore la main sur les marchés financiers. Chaque pays a encore sa spécificité, bien qu'il y ait des harmonisations, ce qu'on appelle des passeports européens où un fonds peut être commercialisé en toute l'Europe, mais quand même, on a encore la main sur beaucoup de choses. Et bien ça, si on le perd au profit de l'Union européenne, c'est terminé. C'est peut-être le dernier levier qui nous reste. Et Alain, comment tu vois, toi, là, comment tu vois les prochaines semaines? Parce qu'il est question des retraites, il est question, rappelle-toi là maintenant, de cette taxe sur l'électricité. D'ailleurs, on n'arrive pas bien à savoir, elle va être enlevée, mais il y a quand même toute une série d'effets de bord, comme on dit, où il y a certains Français qui vont quand même se faire emplâtrer, mais alors se faire emplâtrer à 100 euros par foyer et par mois, c'est pas rien. Il y a toute une série de choses. Il y a la réforme des retraites également. Il y a la réforme de l'assurance chômage. Les retraités, on en a parlé avec ce report de l'indexation sur l'inflation qui devait être le 1er janvier, ça sera au 1er juillet ou au 31 août. Enfin, on ne sait pas, ils sont plus à ça près. Pour faire 3 milliards d'un côté, 3 milliards de l'autre. Manifestement, j'ai l'impression qu'on va accélérer la paupérisation de la France, de cette France d'ailleurs des Gilets jaunes, cette France des Français en colère et des retraités, quoi. Littéralement, là, c'est le projet, en fait. Alors, à propos de paupérisation, j'ai appris, c'est Aberkan et puis, comment il s'appelle, Pierre-Yves Rougeran, qui ont dit que le niveau de vie des Français, en parité de pouvoir d'achat, était descendu en dessous de la moyenne européenne cet été. Tu te rends compte? Ça m'étonne pas. On s'est appauvri. C'est-à-dire que là, on se bat maintenant avec l'Espagne, avec l'Estonie. Tu vois, on est en train d'être rattrapé par la République tchèque. On est en train d'être rattrapé par les derniers entrants, quoi. Voilà, c'est ça la réalité du niveau de vie des Français. Alors, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que ils vont faire des trucs plus ou moins indolores, disons. C'est-à-dire, comme tu as dit, par exemple, un barème d'impôt non indexé sur l'inflation, si bien que tu as beaucoup de gens qui vont changer de tranche. Ils vont se retrouver dans la tranche supérieure, une non-indexation des pensions, une petite taxe, tu sais, une petite ligne supplémentaire sur ta facture de ceci ou de cela, peut-être une TVA qui était à 5% qui sera ramenée à 20% sans qu'on s'en aperçoive, tu vois. Ils vont gratter comme ça. Parce que, surtout à mon avis, la TVA, parce que tu sais. C'est des mesures de voleurs de poules, quoi. Oui, c'est ça. C'est des mesures de petits voleurs. Oui, c'est ça. Et de toute façon, ils auront forcément recours à la TVA tôt ou tard, parce que la TVA, c'est 150 milliards par an, je crois. C'est ce qui rapporte le plus, la TVA. Et 1% de TVA, c'est tout de suite 7 milliards. Donc voilà, c'est la facilité, c'est la TVA. Je ne serais pas étonné qu'elle passe bientôt à 22 ou 23. Et on te dira, oui, mais regardez, il y a d'autres pays où c'est comme ça, comme la Hongrie, la TVA, elle est à 26%. Là, on prend toujours exemple sur là où c'est le pire, en fait. Et bien, la Hongrie, ils ont quand même pas de problème de chômage massif parce qu'ils ont quand même, tu le sais mieux que moi, c'est les ateliers de l'Allemagne. Hein, donc, ils ont quand même énormément. Bien sûr, ils sont presque pas au plein emploi, mais ils ont quand même pas beaucoup de chômeurs dans les rues de Budapest. Hein, on voit pas beaucoup de gens dans les rues. Et surtout, ils ont que la TVA. Il n'y a que la TVA qui est très élevée. C'est pas l'impôt sur les sociétés. Que nous, on prend ce qu'il y a de pire chez tous nos voisins, quoi. Dernière question, cher Alain Falento. Merci d'être là. Je vous invite, chers amis, de ce grand entretien, à acheter le livre d'Alain Falento, Frexit, tout va bien se passer. Je vous en prie, c'est vraiment très intéressant. Résistance républicaine, procurez-vous, le livre d'Alain. On se rend compte qu'il se murmure, je sais pas qu'il se murmure. Barnier a dit, si ça passe pas, c'est 49.3 direct. Là, à un moment donné, il y a des oppositions. Je pense à Marinette Le Pen et à Jordan Bardella, Chippendales en 3 couleurs de la Fride nationale. Il va falloir qu'ils se positionnent. Bon, Bardella, il est député européen, il n'est pas, mais bon, il est quand même numéro 2. À un moment donné, est-ce que tu penses que l'opposition, on va dire de façon collective, même de la LFI-ORN, seront contraints au risque d'une mort politique immédiate de s'opposer à Barnier, de renverser le gouvernement Barnier ou pas, toi, selon toi? Je pense que leur seul objectif, c'est de le maintenir le plus longtemps possible. Et la stratégie pour ça, c'est de jamais se mettre d'accord sur une motion de censure commune. Voilà. Parce que personne ne veut prendre sa place. Mais ça se comprend. Personne n'a envie d'assumer pendant un an la catastrophe que le maire a laissée. Personne. Donc en fait, ils mettront le LFI dira qu'il veut pas voter la motion de censure du Front National. Le Front National dira pareil. Voilà. Donc en fait, ils se rejetteront la responsabilité comme ça pour surtout que ça dure le plus longtemps possible. Et ben, en tout cas, ça pose la question de savoir comment les Français, comment nous allons, nous, collectivement, nous sortir de là. En tout cas, il faut avoir l'espoir, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même la grosse soupe à la grimace et c'est surtout la course vers la paupérisation et l'austérité. En tout cas, merci, cher Alain, d'avoir été là ce matin dans ce grand entretien.
et on va pas hésiter, bien sûr, à te rappeler parce qu'à mon avis, il va se passer plein de choses super très agréables. Ça va être ça va être grivois. On va se régaler, à mon avis, avec Barnier, la saison 1. On va se régaler. Merci, Alain, en tout cas, d'être venu ce matin. Chers amis, n'hésitez pas à vous procurer le livre d'Alain Falento, Frexit. Tout va bien se passer. Bien entendu, c'est une excellente lecture. Vous allez voir, il y a des grilles de lecture et des grilles de compréhension qui vont vous éclairer énormément sur le Frexit. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, à être assez amateurs du Frexit. Chers amis, merci beaucoup, Alain. Passe une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end. Et nous, on passe à la fin de la matinale Talks. Salut, Alain. Bonne journée. Au revoir.